Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres. Nous sommes dimanche et vous avez droit à 20h au journal du dimanche soir. Un journal XXL qui aujourd'hui sera marqué par une patrouille avec les Kogoulégo de Poissin, c'est en périphérie de Ouagadougou, la capitale. Armes en bandoulière, torches au poing, ils arpentent les grandes artères de zones criminogènes. Nous entrerons donc dans cet univers, dans ces JDS, celui des Kogoulégo. Et puis santé. Le Burkina Faso a réussi le 11 janvier dernier sa première chirurgie à cœur ouvert au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Le patient zéro, le petit Isaac, âgé de 5 ans, a eu la vie sauve grâce à l'expertise des cardiologues de l'association française La Chaîne de l'Espoir et leur père burkinabé, en particulier l'équipe du docteur Adama Sabadogo, chirurgien cardiovasculaire au CHU de Tengandogo. Docteur Évariste Dabéré, représentant de La Chaîne de l'Espoir au Burkina Faso, sera sur ce plateau pour revenir sur cette belle expérience. Et puis, gestion du fret au Burkina Faso, des difficultés dans l'application de l'arrêté ministériel du 22 octobre 2020 portant modalité de gestion et de contrôle du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Au Conseil des transporteurs du Burkina Faso, fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso et Conseil burkinabé des chargeurs CBC ne parlent visiblement pas le même langage. Quels sont les enjeux liés à cette question tant débattue? On en parlera avec Amadou Ba Ouattara, premier vice-président du Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso. Et puis, on parlera aussi sport dans ce JDS avec cette performance extraordinaire, celle de Hugues Fabrice Zango, qui devient le premier homme à passer la barre des 18 mètres en salle. Ça sera dans la partie sport de ce rendez-vous d'information. La première actualité et la première page, elle est société. Et pour ouvrir cette page société, un reportage Poissin en zone périphérique de Ouagadougou. Cette zone est marquée par la récurrence des cas de vol, agression et autres actes de banditisme. Les Kogoulégo de cette zone, très souvent sollicités, organisent des rondes qui leur ont permis de mettre la main sur de nombreux délinquants, mais aussi de récupérer, dans certains cas, des engins volés. Les patrouilles ne se font pas sans risque. Les armes qu'ils portent en bandoulière le dénotent assez bien. Abdoul Rahim Niénié, notre reporter, a eu cette caméra-là qui a été notre œil. Et voici le reportage. Ici, c'est le quartier général des Kogoulégo de Poissin, dans la commune rurale de Komsilga. Un hangar qui constitue le bureau. Et cette nuit, 10 personnes sont de permanence sous le leadership de leur secrétaire général Bassirou Zagré. Il est 23 heures. C'est l'heure du regroupement et le chef de mission contacte les membres absents. Une mission nocturne se prépare. Dans cette zone, le groupe d'autodéfense a reçu au moins 45 plaintes pour vol dans cette semaine. Bon, dans la zone qu'on devrait partir, on a eu au moins ces 45 déclarations. 45 déclarations sur le dossier. 45 cas de vol. Voilà. Et c'est juste pour cette semaine qu'il y a 45 déclarations. Voilà, 45 déclarations. Donc il faudrait qu'on... Voilà. Pour voir comment la situation est, quoi. Une demi-heure après, l'équipe se met en place. Autour du feu, ils se réchauffent et prennent quelques potions dont ils sont les seuls à connaître l'utilité avant de se mettre en route à minuit. Après quelques minutes de route, nous voici dans la zone appelée le Grand Carrefour. De la station. En allant ici maintenant, c'est Poissin. Et devant là, c'est Zengtse. Vers côté là, c'est Tengandogo. Donc c'est leur carrefour comme ça. Si le vote de là-bas maintenant, si on les poursuit sur le c'est ici, ils traversent. Les Sonré aussi, ils traversent ici. Ceux qui sont ici, ils sortent, c'est ici, ils traversent. Ici, il faut évoluer discrètement à pied. La zone est extrêmement dangereuse. Le principe est clair. Tout individu présent en ces lieux à cette heure-ci est suspect. Il faut donc l'interpeller. On essaye de les arrêter et souvent aussi c'est au niveau de leur braquage, on les coince et puis bon, des fois même bon, on risque d'avoir des tirs de balles. Voilà. Le chef de mission positionne ses éléments sur tous les axes routiers
et lui-même, accompagné d'un autre membre, constitue l'équipe mobile de la patrouille qui sillonne le quartier et autres endroits suspects comme ce fossé. Situé à quelques mètres du grand carrefour, c'est ici que se cachent souvent les malfaiteurs. On braque ici pour récupérer. Ici, même le moto, quoi, ici pour tuer, fait tout. Tout braquage qu'on fait ici. À 2h du matin, l'équipe mobile intercepte un premier individu. Après vérification, le chef de mission émet des doutes sur le jeune qui n'a pas de pièce d'identité. Le problème là est que la plaque ici, la plaque d'immatriculation là, ça y est là. Mais on voulait contrôler au niveau du car, le sigle qui est sous le car. Il a tout démonté mais on ne voit pas le sigle. On dirait le cadre là n'est pas. Téléphone. Tu appelles le propriétaire du moto là. Peut-être l'engin là, le plaque qui est derrière là, peut-être c'est pas. Bon, ça doit être la carte grise du plaque là. Mais la moto là, ça ne peut pas être son carte grise. Parce que la moto, peut-être c'est un moto volé ou bien c'est un moto qu'ils ont fait quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup d'engins qui n'ont pas de série. Si la police même pouvait faire attention sur ce sujet-là. L'immatriculation plaque là, ça peut être ça. 4 grilles c'est ça. Mais s'ils vont ouvrir les selles là contrôler, ils vont trouver que la moto même n'a pas de série. Et le jeune homme sera conduit au QG où il devra s'expliquer devant le premier responsable. Visiblement pas convaincu, il le gardera jusqu'à notre départ. À 4h30, c'est la fin de la mission. Une mission qui ne consiste pas uniquement à traquer des bandits, mais à les protéger aussi en cas de nécessité. J'étais en tournée à Ouagadougou et c'est de là-bas qu'on m'a appelé de venir à Zampasco parce qu'il y a un voleur qui est entré dans la maison de quelqu'un. Il a été attrapé, frappé et ligoté. À mon arrivée, j'ai plaidé pour qu'on le libère et je l'ai amené avec moi. Souvent, on essaie de défendre les voleurs pour que les populations ne les tuent pas. Et après, ça retombe sur nous. Je suis sorti effectivement pour voler. J'ai trouvé une porte ouverte et les occupants de la maison dormaient. J'ai donc pris ces 2 téléphones portables. Et quand je suis allé pour prendre ce 3e portable dans l'autre maison, le propriétaire s'est réveillé. Ils m'ont poursuivi et ils m'ont frappé. C'est ce qui a détruit ces téléphones. Avant le lever du soleil, le groupe nous présente quelques butins. Je vois beaucoup de motos ici. D'où viennent ces motos-là? Ah, tous ces motos-là, c'est des engins volés. D'autres, c'est souvent les patrouilles comme ça qu'on arrête les voleurs avec. En plus des motos, de la drogue et des faux billets. Ils volent la moto ici, ils partent au Ghana, ils donnent ça. Au lieu de prendre l'argent là, l'équivalent de la drogue qu'il prend pour revenir ici vendre. On a vu ça avec un de leurs. Donc ça là c'était de l'argent liquide. Ils ont parti pour que ils n'ont qu'à faire, l'argent là va augmenter. Ça disant 350 000 là, ça allait arriver au moins à 700 et quelques. Voilà, donc le marabout l'a fait. Et puis l'argent là est parti. L'argent là est parti, c'est devenu que des billets noirs comme ça. Le matin, ce voleur sera conduit à l'hôpital avant d'être remis aux forces de défense et de sécurité. C'est le principe chez les Kolgouego de Pouissin. Les Kolgouego de Pouissin effectuent 2 patrouilles par semaine. Depuis le début de leurs interventions, les cas de vol se font rares. Si les résultats parlent d'eux-mêmes, il n'en demeure pas moins que l'opinion reste divisée sur cette offre de sécurité à la base. Certaines scènes de maltraitance ont choqué plus d'un. Interrogés sur la question, ceux de Pouissin répondent que le plus important, c'est le retour de la quiétude dans leur localité. Retour sur ce plateau pour le premier entretien de ce JDS et j'ai ce
honneur, je dirais comme ça, parce que je suis très heureux du reportage que je viens de voir, de recevoir celui-là même qui a pu réaliser ce reportage en la personne de Abdulrahim Niénié. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy Vaha, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un reportage très intéressant qui se laisse regarder. Moi je me souviens déjà aux conférences de rédaction lorsqu'on en discute et puis on essaie d'aplanir un peu les angles et tout. Effectivement. Vous vous portez volontaire pour le faire parce que vous avez envie de le faire. Mais il n'y a pas un peu de peur quand on vous dit déjà là où on va, on peut essuyer des tirs et tout. C'est dans quel contexte vous avez filmé? Bon, il faut dire justement, Geoffroy Vaha, comme vous le dites, on a échangé sur la question en conférence de rédaction. J'ai trouvé en fait que le sujet était très intéressant. Et pour vous dire vrai, c'est à la fin, quand je suis arrivé, quand le monsieur, le secrétaire général m'a dit que souvent il y a des tirs, que j'ai réalisé en fait que je prenais des risques. Mais en fait, poussé par la curiosité du journaliste, j'ai voulu en fait chercher à comprendre un peu comment ces gars-là travaillaient. Puisqu'on a vu plusieurs fois, il saisit des matériels, il saisit des motos, de la drogue, tout ça qu'ils remettent aux forces de défense et de sécurité. Donc, en tant que journaliste, j'ai voulu en fait chercher à comprendre comment ils sont organisés, comment ils travaillent et comment ils arrivent en fait à saisir tout cela, à faire ce travail de sécurisation. Vous faites bien de le dire parce que à chacune de nos sessions d'information, pas tout le temps, mais lorsque l'occasion s'est toujours prêtée, ils nous ont appelés, on est venu, on a un peu constaté ce qu'ils faisaient. Mais vous les avez suivis toute la nuit quand même, jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. On n'a pas. C'est vrai qu'on voit un peu un bout de leur organisation. Ils n'ont pas voulu, c'est clair, tout dire, mais ils sont assez organisés. 40 plaintes par jour. Il y a un secrétaire. Comment ils sont organisés sur le terrain? En fait, c'est un peu curieux quand même. Excusez-moi, c'est un peu curieux. C'est ce qui est intéressant, c'est que ils ne sont pas forcément lettrés. Vous avez vu que c'est le secrétaire général seul qui sait bien lire, qui sait bien écrire. C'est lui, en fait, qui est, je dirais, le porte-parole. C'est lui qui est au devant des choses. Mais bien vrai, il y a un président qui est là. Pour chaque décision qu'il faut prendre, il faut consulter le président. Mais c'est le secrétaire général, en fait, qui est au devant des choses. Parce que c'est lui qui est lettré. D'accord. Leur organisation, d'abord, c'est leur QG. Ok. Ils ont un QG qui est très proche des habitations, c'est-à-dire que ils fréquentent les voisins. Et on a eu, puisque je suis arrivé là-bas avant même l'heure d'intervention, je suis arrivé un peu plus tôt. Donc j'ai vu qu'avec les voisins, il y avait des échanges quand même, il y avait la collaboration, il y avait la confiance entre eux et puis les voisins. Donc l'existence du QG même à proximité des habitations, c'était un peu curieux quand même parce que on pensait que c'était des gens qui vivaient carrément dans la brousse et puis voilà. Donc ça c'est le premier aspect. Deuxièmement, c'est le registre qu'ils ont. C'est-à-dire que le secrétaire général qui tient le registre, qui enregistre toutes les déclarations, tous les mouvements du groupe, qui enregistre tout. C'est-à-dire que présentement, ils ont une base de données. D'accord. De toutes les interventions, de toutes les déclarations de pertes, de tout ce qu'ils ont saisi, c'est-à-dire tout est noté dans leur registre. Et puis ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que l'organisation même du groupe. D'accord. Avant d'aller sur le terrain, le groupe est divisé en deux. Un groupe qui reste à la base et l'autre groupe qui va sur le terrain. Maintenant, le groupe qui va sur le terrain dépend du nombre de l'intervention, de la zone d'intervention. C'est-à-dire que si on doit intervenir sur une zone qui a plusieurs carrefours, on aura besoin de plus de personnes. C'est-à-dire le chef de mission arrivé, il positionne des éléments sur chaque axe routier et lui-même il fait la navette pour se rassurer. Pendant ce temps, ils sont en contact permanent avec la base au QG. D'accord. À chaque 10 minutes, on appelle pour voir tout se passe bien. Oui, on est à tel niveau. C'est-à-dire, il y a une communication permanente entre eux. D'accord. Et puis vous nous disiez aussi en off lorsque nous discutions que c'est pas seulement le cocon que nous voyons là, ils sont aussi en rapport avec les Koglugo qui sont dans d'autres zones. Bien sûr. Ils ont même un groupe WhatsApp qu'ils partagent avec les autres Koglugo dans les autres villages. C'est-à-dire que si un bandit qu'on n'a pas pu l'arrêter ici,
on publie dans le groupe et en même temps, l'autre côté, l'autre village, eux, ils commencent à se préparer parce que peut-être qu'il a emprunté telle ou telle voie. En fonction de ça, ils arrivent à saisir le bandit. Et puis aussi, les motos qu'ils saisissent, ils filment et ils mettent dans le groupe. D'accord. Parce que souvent, il faut le dire, les populations quand même font confiance à ces gens-là. Quand il y a une perte, ils font des déclarations à la gendarmerie, à la police, mais aussi chez les Kolwego. D'accord. Donc, oui, permettez-moi de terminer. Allez-y. Donc, au cas où, quand l'objet quand on fait, les populations font la déclaration et eux, ils publient maintenant dans le groupe WhatsApp. Quand ils publient, puisque la déclaration peut être faite ici et l'objet va être retrouvé peut-être dans une autre zone. Et en fonction de cette communication-là, ils arrivent vraiment à rentrer en contact et puis retrouver le propriétaire, lui remettre son matériel. Et il y a dans la conclusion de votre reportage la question aussi du caractère un peu controversé, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dit, les Burkinabés sont un peu divisés sur l'action des Kogluego. On parlait des images qui sont choquantes qu'on a vues à un moment donné, des questions de maltraitance. À un moment donné, on voit le figure de proue qui dit on nous crée des problèmes parce qu'on vient récupérer des gens qu'on a déjà tabassés et après ça retombe sur nous. Ça veut dire que la question des violences, ils sont sensibles à cela. Oui, bien sûr, ils sont sensibles à cela. On a même posé la question, ils n'ont pas voulu être très clairs dessus. Mais ce que le président a dit, c'est que souvent, quand les populations saisissent un voleur, ils le frappent. Et quand les Kolwego vont les récupérer, puisque les populations, on ne peut pas les identifier, on ne sait pas qui exactement l'a frappé. D'accord. Et quand on le retrouve, peut-être qu'il va, si malheureusement il meurt entre les mains des Kolwego, on va dire que c'est les Kolwego qui l'ont tué. Bon, quoique aussi, on a vu aussi des scènes. On a vu aussi des scènes, bien sûr. D'accord. Merci bien, Abdoulaye Migné, d'être passé sur ce plateau. Merci. Et puis merci pour le reportage dont vous nous avez gratifié. Et on espère vous recevoir ici avec d'autres actualités que nous allons pouvoir aussi aborder. On va quitter la page société pour une autre page, et c'est celle santé. Et on va introduire donc un reportage. Le Burkina Faso, il faut le rappeler, a réussi le 11 janvier dernier sa première chirurgie à cœur ouvert. C'était au centre hospitalier universitaire de Tengandogo. Le patient zéro, c'est Isaac qui est âgé de 5 ans, qui a eu la vie sauve grâce donc à l'expertise des cardiologues de l'association française La Chaîne de l'Espoir et leur père burkinabé. Et il faut revenir donc ici à travers ce reportage sur le début de cette campagne inédite qui s'est achevée hier. L'opération à cœur ouvert est l'une des interventions les plus lourdes et les plus risquées sur le plan chirurgical, selon les spécialistes du domaine. Elle nécessite d'abord une évacuation du sang contenu dans le cœur, tout en stoppant la circulation sanguine et en bouchant les deux veines. Selon le président de la chaîne de l'espoir, le professeur Eric Cheisson, c'est une intervention qui nécessite plusieurs compétences réunies. La chirurgie à cœur ouvert, c'est une aventure. Ça demande une chaîne de compétences très importante. Le chirurgien est important, mais il y a des étapes à respecter et notamment il faut arrêter le cœur. Et pour arrêter le cœur, il faut mettre en route une pompe qui, pendant que le chirurgien travaille, permet à l'enfant de vivre. Et donc il faut un anesthésiste, des réanimateurs, des infirmières de bloc, un chirurgien et ce qu'on appelle un pompiste. Pourquoi ces interventions sont difficiles? Parce qu'on intervient sur des cœurs fatigués. Normalement, ces enfants devraient être opérés dans la première année. Souvent, ils sont découverts en anténatal grâce à l'échographie qui est faite sur la femme enceinte. Et souvent, nous opérons des enfants tardivement, même 9 ans, 15 ans, c'est très tard. Et le cœur, comme il pousse comme il y a des fuites, et le cœur pousse très fort et il se fatigue. Et donc, c'est des interventions qui sont un tout petit peu plus difficiles. Jusque-là, cette intervention n'était pas possible au Burkina Faso. Les patients étaient évacués à l'extérieur du pays pour bénéficier d'une prise en charge. Mais grâce à cette initiative de la chaîne de l'espoir, les malades cardiovasculaires n'auront plus à parcourir des milliers de kilomètres pour bénéficier de ces interventions. Et ce grâce au cardiologue burkinabé Évariste Dabiré, qui s'est fortement investi afin que cela soit une réalité dans son pays. Alors cette initiative est venue depuis 1998. Où j'étais en ce moment à l'Office de santé des travailleurs et je voyais pendant les échographies beaucoup de cardiopathie congénitale
Alors, donc, les gens perdaient leurs enfants et je me suis renseigné, j'ai cru comprendre qu'il y avait donc une association à l'international qui aidait ces enfants. Donc, j'ai pris contact avec eux et depuis donc 98, ça fait maintenant 22 ans, nous cheminons ensemble et puis on essaie donc de faire ce qu'on peut. Dans un premier temps, donc les 22 premières années, on a toujours envoyé des enfants de 1 à 15 ans en France. Mais depuis quelques années, nous réfléchissons à le faire au Burkina Faso. Et donc avec le professeur Alain Deloche, qui est notre maître, qui est le fondateur donc, de la chaîne de l'espoir, on a donc monté ce projet-là, de pouvoir faire quelque chose au Burkina. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais au finish, donc, Adama Savadogo, le cadeau chirurgien que nous avons, a donc pu faire la première opération à cœur ouvert, sachant qu'il faisait déjà des cœurs fermés depuis quelques mois ici, avec une équipe burkinabé. De 1998 à nos jours, ce sont environ 130 patients qui ont été évacués à l'extérieur du pays pour des chirurgies cardiaques, nous explique le représentant de la chaîne de l'espoir au Burkina Faso. Cette ONG a été créée en 1988 et devient une association humanitaire indépendante d'utilité publique en 1994. Elle intervient donc dans 27 pays avec en sa tête le professeur Eric Sheisson. Une prouesse, on dira comme ça, c'est inédit. On a déjà eu une opération, c'était à cœur fermé, maintenant c'est à cœur ouvert. Moi j'ai entendu le secrétaire général du ministère en charge de la Santé, Wilfried Ouedraogo, qui disait c'est un pas important et historique que la pratique médicale franchit. Nous sommes d'ailleurs sur ce plateau avec Dr Évariste Dabiri, qui est le représentant de la chaîne de l'espoir au Burkina. Bonsoir et merci d'être avec nous, docteur. C'est moi qui vous remercie, bonsoir. Inédit, hein, ce qu'on a pu voir. Grâce à une collaboration, il y a une chaîne donc de l'espoir et il y a aussi l'expertise locale que nous avons qui donne ce que nous avons pu voir. En quoi c'est vraiment un pas de grand franchi pour le Burkina? Alors c'est un pas de grand franchi parce que nous n'avions pas jusque-là un cadeau chirurgien avec une équipe qui pouvait opérer au Burkina Faso. Pendant quelques décennies, nous avons toujours envoyé nos patients vers l'extérieur. Il a fallu donc du temps pour pouvoir former un cadeau chirurgien, plus des cadeaux chirurgiens en formation, pour pouvoir former des équipes de cadeau-chirurgie. Parce que dans une équipe de cadeau-chirurgie, il y a plusieurs postes. Donc chaque poste maintenant a un spécialiste. Et donc c'est vraiment une fierté pour notre pays de pouvoir opérer à cœur ouvert au Burkina Faso. Déjà à cœur fermé, Dr Adama Savadogo, que je salue au passage, et qui a tous les mérites, c'est lui qui a les mains d'or, et donc qui fait ces opérations, le faisait déjà depuis 1 an. Donc nous avons franchi un palier en passant donc à la chirurgie à cœur ouvert. Justement, revenons sur la campagne en elle-même. Elle a commencé le 11, je pense que ça a achevé hier. Quel est le bilan qu'on pourrait faire? Quelles étaient d'abord les perspectives? Combien de patients devraient être opérés? En définitive, combien on a eu? Et puis, quel est le bilan que vous faites? Alors, le bilan, il est vraiment positif parce que nous étions allés sur 11 enfants opérés et pour des raisons techniques, nous avons pu faire, quand je dis nous, en réalité, l'équipe donc de Tengandogo avec la chaîne de l'espoir et comme je le disais avec les chirurgiens, Adama Savadogo a opéré donc 5 enfants. Le reste n'a pas pu être opéré juste parce que nous avons donc un problème d'instruments. Vous savez, nous, à la chaîne de l'espoir, nous donnons et nous offrons dans les hôpitaux où nous passons du matériel. Alors, donc l'ensemble du matériel fourni à Tengandogo, il fallait donc le restériliser. Et à chaque stérilisation, ça prend 3 heures de temps. Alors, donc, Adama Savadogo et son équipe ont eu 2 cas très très longs. Et ce qui a donc retardé les temps de stérilisation. Mais ce n'est que technique, ce n'est pas quelque chose de grave du tout. Nous avons donc rassuré les patients restants qui seront donc pris en charge certainement dans 3 mois. Si tout va bien. Justement, docteur, on regarde, on se dit que ça demande forcément de gros moyens. Et on voit l'expertise qui est autour du même patient, c'est pas donné. Ça coûte combien? Et puis, quel est l'accompagnement derrière? Alors, l'accompagnement derrière, disons, il est énorme par la chaîne de l'espoir, parce que la chaîne de l'espoir a fourni d'abord la formation. La chaîne de l'espoir donc a participé à former le cadeau chirurgien et que nous avons envoyé à Ho Chi Minh
Et c'est au Vietnam pendant 3 mois. Il est allé avec donc l'anesthésiste. Puis chacun des postes de l'équipe donc cardio-chirurgicale est allé à Clermont-Ferrand. Donc la chaîne de l'espoir donc a participé à toute leur formation de bout en bout. Maintenant, si on veut parler des matériels, la chaîne de l'espoir a fourni donc l'ensemble de ce qu'il fallait pour pouvoir opérer, disons, du cœur. Évidemment, il y a eu l'effort donc de l'hôpital de Tengandogo, mais en tout cas, c'est la chaîne de l'espoir qui a fourni donc l'appareil de la circulation extracorporelle, qui a fourni donc les consommables, qui a fourni les médicaments, qui a fourni, disons, les ECG, les échographes Doppler. Donc, en tout cas, c'est un partenaire, disons, nous sommes un partenaire fiable et pour l'hôpital de Tengandogo. Et la chirurgie cardiaque coûte extrêmement cher. Alors, donc, nous avons eu donc le soutien des plus hautes autorités de l'État. Nous avons été reçus par le président donc, du Faso. Nous avons eu un coup de fil donc, du Premier ministre. Le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, est venu nous voir à Tengandogo. Et donc, vraiment, nous avons l'accompagnement de tout ce qu'il faut comme administration donc, publique de notre pays. Et cela nous booste et dans 3 mois, nous serons à nouveau là avec les équipes de Tengandogo pour prendre de nouveaux cas. Et ceux qui ont été opérés, ça a été gratuit? Totalement gratuit. D'accord. On ne prend pas, disons, 1 franc CFA à aucun patient. Et totalement gratuit. Bon, on sait que ça coûte quand même des millions, hein, ce type d'opération. Oui, ça coûte des millions. Et voilà pourquoi notre association s'appelle la chaîne de l'espoir. Donc, nous sommes tous des maillons d'une chaîne. Chacun apporte quelque chose. Le Burkina a apporté une partie. D'autres personnes ont apporté d'autres parties. Et donc, nous faisons du mécénat. Et donc, mais on espère en tout cas, le président de Faso quand même nous l'a assuré. Le Premier ministre aussi. Le Burkina va s'y mettre. D'accord, comme on dit chez nous, quand on te lave, disons, le dos, il faut savoir se laver la face ou bien vice-versa. Ouais. En tout cas, on ne va pas rester, disons, comme ça au Burkina Faso, les bras ballants. On va s'y mettre. Et le secrétaire général donc, du ministère de la Santé, le docteur Wilfried, a effectivement dit qu'ils vont, disons, s'en occuper et certainement mettre ça dans une ligne budgétaire quelque part, ce qui va vraiment diminuer l'enveloppe des évacuations sanitaires. Surtout qu'on sait que, selon certains chiffres, 30% des évacués au Burkina, c'est la question du cœur. Tout à fait. Je n'ai pas, disons, ces chiffres, mais j'en ai entendu parler. Mais ce qui est clair, que si nous arrivons à le faire régulièrement, les chiffres des évacuations sanitaires vont baisser drastiquement et c'est tant mieux pour nos populations. Merci bien, Dr Évariste Dabéré, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant de la chaîne de l'espoir au Burkina Faso. Tout ce qu'on pourrait vous souhaiter, c'est que vous partagez cet espoir-là, surtout avec ce qu'on a vu. Merci beaucoup. Merci. On continue donc ce JDS, journal du dimanche soir, cette fois-ci avec la page économie. Dans cette page économie, nous allons parler du fret. Les responsables du Haut Conseil des transporteurs du Burkina ont dénoncé les difficultés que rencontrent leurs membres dans la gestion du fret. Ils l'ont fait savoir le 12 janvier dernier lors d'un point de presse. En rappel, le gouvernement a décidé de reprendre la gestion du fret, donc marchandises du Burkina Faso, et la confier au CBC, entendez Conseil burkinabé des chargeurs. Mais le 9 octobre dernier, on se rappelle encore de la cérémonie de signature du décret du transfert de la gestion des fret qui s'était terminé en queue de poisson du fait de l'expression de certains désaccords. Retour sur les derniers événements qui ont marqué justement ce secteur. Déjà en janvier 2020, le débat autour de la question du fret était au cœur de l'actualité avec la grève de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB. Un arrêt de travail du 8 au 6 janvier 2020 qui visait à protester contre les engagements non tenus par le gouvernement. Pour rappel, en août 2018, le gouvernement avait pris des engagements à l'endroit des chauffeurs routiers. Il s'agit entre autres de la question du bon de chargement, de l'aménagement d'un parking à Lomé pour le transport et la mise en place d'une convention collective dans le secteur du transport. Après des négociations avec le gouvernement, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB n'est toujours pas satisfaite. Elle entre en grève le mardi 6 octobre 2020, même si un autre groupe de chauffeurs regroupés au sein du syndicat national des chauffeurs professionnels se démarque de cette lutte. Pour ce dernier syndicat, les raisons avancées ne nécessitent pas d'aller en grève. Il préconise une autre solution. En effet,
effet, l'Union des chauffeurs routiers du Burkina dénonce la non-mise en application du décret portant gestion du fret, des tracasseries routières, des raquettes et le surcharge des camions. La question principale reste la gestion du fret. Le syndicat dénonce une inégalité dans l'enlèvement du fret. Il exige que le bon de chargement soit un document obligatoire donnant droit à l'enlèvement du fret, chose qui, selon le syndicat, va permettre le respect des quotas de répartition conformément aux accords bilatéraux et multilatéraux signés entre le Burkina Faso et les autres pays. Pour mettre fin à la crise, le gouvernement confie entièrement la gestion du fret au Conseil burkinabé des chargeurs CBC à travers la signature d'un décret le 9 octobre 2020. Le 13 octobre 2020, face à la presse, le ministre en charge du transport, Vincent Dabilgou, explique que le CBC ne fait que faciliter le transport du fret. Mais vous savez, le chargeur ou son mandataire, comme je vous ai dit, ce sont les industriels, les gens qui importent, les importateurs. C'est pour eux le fret. Ce n'est ni pour le transporteur, ce n'est ni pour le chauffeur. C'est que le CBC, son conseil d'administration, est composé de ces gens-là. Parce qu'ils sont propriétaires de marchandises. Et le CBC a le rôle de les aider à amener leurs marchandises. C'est pour ça qu'à l'origine, c'est eux qui amenaient tout. Mais quand on dit qu'on a confié le fret, la gestion du fret, c'est pas vrai. C'est la partie répartition, la partie chargement, la partie émission du bon de chargement qu'on avait donné aux transporteurs. Sinon, le CBC continue de jouer son rôle de facilitation donc, du transport et de la localisation du fret dans notre pays. Mais le message du ministre n'est pas bien apprécié par le bureau exécutif de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina UCRB qui a observé 96 heures de grève à compter du 14 octobre 2020. En 2021, cette question est toujours d'actualité. Le 12 janvier dernier, le Haut Conseil des transporteurs du Burkina dénonce au cours d'une conférence de presse le blocage des bons de chargement par le CBC. Cette fêtière des transporteurs dénonce une discrimination faite par le CBC dans la délivrance de bons de chargement au détriment de ses membres. Cette situation aurait entraîné le blocage de plusieurs camions à la frontière avec le Togo suite à la fermeture du CBC à Lomé par des chauffeurs, selon le regroupement des mouvements du Burkina Faso RMBF qui pointe du doigt le Conseil burkinabé des chargeurs CBC et appelle à la création d'une chambre des transporteurs. Depuis donc plus de 3 ans, le gouvernement peine à mettre de l'ordre dans la gestion du fret qui divise les acteurs. Une question qui divise, comme le disait tout à l'heure notre reporter Abdoulrahim Niénié. Et nous sommes avec Amadouba Ouattara. Il est le président de l'Alliance burkinabé des chargeurs et des transporteurs du Burkina Faso. Il est par ailleurs aussi premier vice-président du Haut Conseil des transporteurs du Burkina Faso. Bonsoir, M. Ouattara, et merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Geoffroy Voya. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord. On a vu l'élément tout à l'heure et on a tous compris un peu ce par quoi la question du fret passe en termes de débat. Et aujourd'hui, même qui quelque peu dans sa mise en œuvre suscite encore de la controverse. On a vu cette sortie il n'y a pas si longtemps du Haut Conseil qui pointait du doigt une autre fêtière et tout. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir, avant de dire qu'est-ce qui ne va pas, on va chercher à comprendre. Le fret aujourd'hui, dans la forme voulue par le gouvernement après l'arrêté du 21 octobre, est géré comment? Alors, merci bien pour l'invitation. Et avant tout propos, je vais porter une précision de taille. Je suis là ce soir en tant qu'un acteur du secteur des transports. Évidemment. Alors, juste à titre en fait de consultation pour vraiment éclairer la lanterne en fait de l'opinion. Alors, donc, ceci dit, je rappelle que je suis le premier vice-président du Haut Conseil des transporteurs. Je ne suis pas là à ce titre. Je suis le président national de l'Alliance burkinabé des chargeurs et des transporteurs. Par ailleurs, secrétaire général du groupement des transporteurs des minerais du Burkina Faso. Alors, donc, avec autant de casquettes, vous conviendrez avec moi que je puisse vraiment être l'une des personnes quand même en fait. C'est bien pour cela qu'on vous a appelé. De pouvoir en fait apporter en fait un éclairage. Alors aujourd'hui, la question du fret divise et cristallise en fait voilà toutes les attentions comme cela a toujours été parlé par le passé, parce que tout simplement il s'agit d'une question en fait d'intérêt.
Voilà, les intérêts en fait des chargeurs que nous appelons en fait des importateurs et exportateurs qui génèrent le fret de par les activités, leur commerce extérieur et intérieur que nous regroupons en fait dans le concept de chargeurs, lesquels intérêts sont mis effectivement en opposition avec ceux des transporteurs, mais il y a bien évidemment aussi en fait le politique qui voudrait aussi quand même en fait améliorer le PIB, effectivement j'allais dire en fait au niveau du secteur du transport. Alors donc ceci dit en fait il faut comprendre que depuis toujours, comme on l'a constaté, il y a eu par moments en fait des débrayages dans le secteur du transport. La plupart du temps en fait par ce qu'on considère comme la soldatesque, c'est-à-dire les chauffeurs routiers, parce que nous transporteurs nous sommes en fait à quelque chose la grande muette. Mais toutes nos frustrations sont vraiment en fait matérialisées ou bien en fait exprimées sur le terrain à travers effectivement nos collaborateurs qui sont les chauffeurs routiers. Mais justement, comme je le disais en introduction pour ma première question, la question du fret aujourd'hui, elle est gérée comment? Alors le fret est géré, on va dire en fait par le Conseil burkinabé des chargeurs. Alors comment sa dénomination même l'indique, alors qui est une structure technique du ministère en fait chargée des transports, la mobilité urbaine et de la sécurité routière. Alors c'est elle qui est effectivement, c'est cette structure-là qui est chargée effectivement de gérer les fret, bien évidemment en bonne intelligence avec les acteurs clés que sont les transporteurs et les chauffeurs routiers, qui sont aussi les mandataires effectivement des transporteurs, étant entendu effectivement que l'activité de transport en fait, ne peut se réaliser que par le truchement en fait des chauffeurs routiers qui exploitent les matériels d'exploitation en fait que leur met à leur disposition en fait les patrons qui sont les transporteurs. Alors au jour d'aujourd'hui en fait la réalité, le fret est géré par le CBC, d'accord, et en collaboration avec ces acteurs. Mais il se trouve effectivement que ce qui fait vraiment en fait objet en fait d'incompréhension aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quand même en fait un arrêté qui était censé effectivement être un remède qui malheureusement pour moi, je le dis bien en fait, cela n'engage en fait que ma modeste personne, et est source effectivement en fait de toute la polémique. Et moi personnellement en fait cet arrêté qui a tant suscité en fait l'espoir, j'avais compris à un moment donné qu'il fallait vraiment le regarder avec beaucoup plus de prudence. Est-ce que malgré que l'arrêté ait été pris, on n'a pas un genre de second round pour ce qui est des bagarres qu'il y avait déjà? Parce que je rappelle tout à l'heure qu'il y a le conseil qui est sorti qui a pointé du doigt la fêtière des transporteurs pour être ceux-là qui bloquent, et on ne comprend quelquefois pas comment est-ce que cela peut être possible, puisque c'est déjà en termes de gestion récupéré par le gouvernement et confié au CBC. Oui, mais la réalité, je pense que si vous avez vu en fait les termes de l'arrêté, et l'arrêté effectivement quand même fait aussi en fait une part belle en fait aux acteurs qui sont les transporteurs, comme en fait les représentants en fait de l'UCRB. Mais là où il y a véritablement problème, c'est que moi je voudrais effectivement que les gens comprennent ici. En fait, l'activité de transport, en fait, se présente, en fait, se mène sous plusieurs facettes. Vous voyez? Et comment dire, il y a quand même 3 déclinaisons. Il y a ce qu'on appelle, en fait, le transport pour compte propre, ou transport privé, transport pour compte d'autrui, ou transport public, alors qui se côtoient, en fait, dans le même contexte. Et il y a quand même que, il y a un problème, en fait, qui concerne, en fait, la grille, l'absence de grille tarifaire. Il n'y a pas une grille tarifaire. L'activité en fait pour les transporteurs pour compte privé, c'est une activité accessoire. D'accord? Parce que l'intéressé, le promoteur, en fait, il a une activité principale et il mène le transport en tant qu'activité accessoire pour, en fait, l'approvisionnement, certainement de son unité. D'accord. Mais de l'autre côté, il y a, en fait, des acteurs, en fait, qui ont fait du transport leur activité en fait centrale principale. Alors si on ne fait pas le distinguo entre en fait ces 2 registres là, il va sans dire effectivement qu'on n'en finira jamais avec ces crises, parce qu'il s'agit effectivement d'une question d'intérêt. Il s'agit d'une question d'intérêt. Et à côté de cela, il y a des transporteurs même pour compte d'autrui qui en fait j'allais dire ont le privilège aussi d'avoir des contrats avec des importateurs, lesquels contrats leur permet même de s'affranchir en fait de tous les mécanismes qu'on met en place pour garantir en fait l'équité. Et moi personnellement j'avais dit que en réalité la grève en fait, le mot d'ordre de grève des chauffeurs routiers là,
qui voudraient effectivement quand même qu'on puisse instituer en fait le bon déchargement, qui voudrait également en second point effectivement que on puisse appliquer en fait les règlements 14 de l'UEMOA 2005 de l'UEMOA, qui voudrait également en fait que les tracasseries et raquettes en fait finissent sur les différents axes en fait routiers à l'intérieur du pays, qui voudrait en quatrième point effectivement que on puisse en fait et faire en sorte que les perceptions des taxes en fait qui étaient vues comme illicites dans les différentes communes en fait traversées par ces routiers là, parce que ne bénéficient pas en fait d'un service en contrepartie. Vraiment, j'ai envie de dire que tout ce combat là aujourd'hui quand même en fait j'allais dire se résume à une seule réalité. Comme on aime le dire dans le milieu syndical, tout ce bruit pour ça. L'arrêté est là aujourd'hui, mais on s'est rendu compte que dans sa mise en œuvre, il pose problème. Tout simplement parce qu'il y a encore, en fait, j'allais dire, un aspect sur lequel l'administration en fait, de transport est restée en fait muet. La question en fait des tarifs. Et c'est là effectivement que des démarcheurs en fait trouvent le malin plaisir effectivement d'aller jouer sur un simulacre en fait de bourse. Il y a de la spéculation. Il y a de la spéculation. Parce que les transporteurs, comme sont mandataires, surtout même en fait les mandataires des transporteurs, ils peuvent en fait faire de la déclaration au niveau du CBC, d'accord? Mais les CBC, après avoir enregistré les déclarations, et ils estiment en fait leurs besoins en nombre de camions au CBC. Les CBC enregistrent tout ça et les invitent maintenant en fait à prendre langue avec les représentants des transporteurs et ceux en fait des chauffeurs routiers au niveau effectivement des plateformes portières. Mais arriver là-bas et ils se permettent en fait de discuter des tarifs. Alors ils ont convenu des tarifs avec le chariot et l'importateur ou l'exploitateur qui vont venir encore en fait j'allais dire discuter avec les représentants des transporteurs et en fait les chauffeurs routiers sur en fait les plateformes. Pour dégager une marge. Pour dégager une marge. Alors il se trouve maintenant que en fait ces personnes-là même en fait j'allais dire arrivent même en fait à se faire des parts belles que nous-mêmes en fait acteurs du transport nous n'arrivons pas vraiment à faire. Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous? C'est qu'il faut revenir à l'ancien système? Alors, il faut améliorer celui qu'on a aujourd'hui? Pour moi, il faut même en fait en tenir compte parce que en fait cette lutte on la mène depuis longtemps. On la mène depuis longtemps et ce n'est même pas, c'est bien avant même en fait comment dire ce régime. Nous avons estimé qu'il fallait faire le distinguo entre les transports pour compte propre et les transports pour compte d'autrui. De sorte que ceux qui transportent leurs propres marchandises là, qui ne puissent pas discuter, ils ne peuvent pas s'aligner sur les mêmes tarifs que nous qui faisons en fait du transport, notre activité principale. Parce que eux, non seulement ils dégagent une marge bénéficiaire sur l'activité principale qu'ils mènent, en l'occurrence, quand je parle sur mon regard, je parle en fait des cimenteries, mais tout ce qui en fait relève en fait de l'industrie. Et en plus de ça, encore, ils réalisent en fait des bénéfices sur en fait le transport. Du coup, ils mettent en difficulté effectivement ceux qui ont fait du transport, ceux qui travaillent à faire émerger en fait l'industrie du transport au niveau du Burkina. Il faut une grille tarifaire à l'image en fait de la Sonabi. À la Sonabi, quand vous entendez en fait qu'il y a toujours en fait un débrayage, ce n'est jamais pour la question des tarifs parce que le tarif il est connu pour il est arrêté. Il est arrêté. Il y a un comité interministériel en fait de détermination en fait du prix des hydrocarbures qui est composé effectivement de plusieurs ministères et d'autres acteurs. C'est vrai que vous posez le problème de la tarification, mais ça sera aussi justement ma dernière question. Lorsqu'on se rappelle des raisons qui ont été données par le ministre pour revenir à un ancien système, récupérer la question du fret et le confier au CBC, il disait ceci en effet, non seulement parlant des raisons, il dit la décision de confier le fret au CBC répond à une exigence du moment. Il dit en effet, non seulement les chauffeurs routiers au regard des difficultés qu'ils rencontrent menacent d'aller en grève, mais aussi les organisations des transporteurs depuis 2 ans n'arrivent pas à se fédérer pour mettre en place une fêtière unique. Et compte tenu conséquence, 2 structures existent, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso et le Haut Conseil des transporteurs routiers du Burkina Faso. En dépit de la situation, le gouvernement donc ne désarme pas. Donc, ça veut dire qu'en interne, dans le secteur, ça bouillonne. Chacun tire la couverture de son côté. Lorsqu'il s'agit de discuter, il s'agit de discuter de sortir de façon commune du problème qui est là, mais chacun veut toujours tirer la couverture de son côté. Est-ce que c'est pas ça le problème de fond en fait? C'est qui est en train d'aggraver la situation du fret? Cette question est assez pertinente. Alors, à ma modeste échelle, je peux quand même en fait vous rassurer que je peux vous confier que j'ai été de toutes les luttes, de tous les combats.
pour ne pas dire en fait que bon voilà, j'ai toujours été avec d'autres en fait camarades, quand même en fait ceux-là qui ont porté en fait ces luttes-là et qui ont été aujourd'hui effectivement, j'allais dire, appuyés en fait par d'autres acteurs. Les véritables problèmes là, la coexistence en fait de deux fêtières ne doit en rien être vraiment en fait le problème. La preuve en fait, nous avons un pays en fait comme le Bénin où il y a deux fêtières et effectivement ça marche bien. Chez nous même ici en fait, en réalité, ces deux fêtières, si je veux bien voir, en réalité, il s'agit juste en fait d'une question en fait de bas-ventre. Et quand je le dis en fait, c'est quoi? C'est vraiment en fait des regroupements d'individus, alors qu'ils sont devenus en fait avec vraiment une vision prédatrice, d'accord, au profit effectivement de leurs membres, d'accord, et vraiment en fait policière contre les intérêts de la majorité. Et quand vraiment vous avez ça, je ne dirais même pas comme vision, ça dit que ça devient une ambition, ça devient un projet. Et l'autre projet c'est quoi? Ça dit autant que je m'y mette, sans pour autant quand même avoir une offre différente de celui-là effectivement quoi. En plein. J'ai été sur votre plateau ici où j'ai tiré à boulet rouge effectivement en fait bon voilà sur je me rappelle la fêtière unique en fait du transporteur. Mais je me rends compte que la fêtière même que moi-même en fait dont j'ai contribué à écrire les plus belles pages, je n'ai pas non plus laissé avec moi. Moi, je vous avais dit avant que je vienne sur le plateau, j'ai dit depuis combien de mois en fait bon voilà, j'ai refusé les plateaux parce que tout simplement j'ai compris que les gens n'ont pas. Mais souvent, et le problème c'est que dans le secteur des transports, la question du fait, tous ceux qui y interviennent, quand on occupe l'un des camps, tout le monde dénonce la même chose. Et même le ministre l'a dit, il y a une question d'intérêt. Chacun pense seulement à lui-même. Et quand vous écoutez un camp, non, c'est une question d'intérêt. Chacun pense à lui-même. Le fait d'avoir ça fait que s'accuser. Moi, personnellement, je me disais que en fait, c'était juste une situation transitoire. C'est-à-dire que des fêtières existaient, mais on devait à la longue effectivement travailler quand même à être unifié. Mais quand je regarde, j'ai comme l'impression qu'une fêtière est utilisée juste comme en fait un contrepoids pour l'autre. Voilà, et vice-versa. Et regardez en fait les spectacles même auxquels nous nous livrons hors du pays. Chaque fois, effectivement, bon, quand il y a une fêtière, en fait, j'allais dire déshonorée, alors ça fait vraiment en fait bon, voilà, objet de raillerie pour l'autre camp. Et puis bon, vice-versa. Et vous suivez un peu l'actualité dans ce sens, ça n'honore pas le pays. Moi, j'ai dit, mais écoute, j'avais une vision pour le secteur du transport, mais si vraiment, en fait, les gens, peut-être que je suis en avance sur vraiment, en fait, bon, voilà, imagination, alors j'ai dit, bon, dans ce cas, on laisse les choses faire. La preuve, vous avez vu, le Haut Conseil a animé une conférence de presse, c'est moi qui suis l'animateur, en fait, du Haut Conseil. Même cette culture mais en fait, de communication en fait, bon, voilà, médiatique, c'est moi qui suis venu avec ça, les transports, avec bien d'autres personnes. Bon, aujourd'hui, là, vous avez vu, c'est d'autres personnes qui parlent au nom du Haut Conseil, parce que tout simplement, j'ai dit... C'est comme un conseil en quoi il y a des problèmes internes? Mais il y a des problèmes parce qu'en réalité, c'est quoi? Si vous venez, il faut venir avec une autre offre qui est celle vraiment en fait qui existe déjà. Mais si vous devez en fait remonter la route, ça ne sert pas. On sent qu'il y a vraiment d'énormes difficultés dans le secteur. En tout cas, merci bien Amadouba Ouattara d'être passé sur ce plateau. Et on pourra donc revenir encore sur cette question-là qui continue donc de faire des gorges chaudes. On va pour la dernière ligne droite de ce JDS s'intéresser plutôt à la partie sport de ce rendez-vous. Et dans la page sport de ce rendez-vous, nous, comme chaque dimanche donc, nous recevons le monsieur sport de WattFM et Tree TV, en la personne de Assami Touré. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tout le monde. D'accord, c'était un plaisir de vous voir. Hein. Et je l'ai annoncé en titre, on va dire que notre actualité sportive, elle est marquée par des sorts qui sont vraiment divers. Oui. Des sorts qui sont divers, mais on va commencer par le plus intéressant. C'est bien Hugues Fabrice Zango, sur le toit du monde pour ce qui est des performances indoor, en salle, comme on dit pour le triple saut. Il nous a fait rêver. Il continue de nous faire rêver, mais là, il nous a donné la totale. Le seul homme au monde à passer la barre des 18 mètres. Oui. Et c'est un Burkinabé. Oui, c'est vraiment une grande prouesse de la part de Hugues Fabrice Zango. On ne s'attendait pas à avoir un bond de 18 mètres 08. 18,08. Oui, 18,08. Il voulait forcément battre le record de son entraîneur qui est Teddy Tango et qui était placé à 17,92. Depuis 2011. Oui, depuis 2011, merci de le rappeler.
Burkinabé. Et il avait promis aussi sur sa page Facebook qu'il démarre cette année sportive les poings fermés, c'est-à-dire avec courage et avec une grande volonté pour aller battre ce record-là. Et c'est la première compétition de l'année aussi. Donc voilà, il fallait qu'il tape fort pour montrer que malgré cette histoire de Covid-19 qui a impacté le monde entier, où il n'y a pas eu de compétition, il était resté toujours à chaud pour les compétitions à venir. Et là, Fabrice Zango montre vraiment qu'il a du gnac, comme on aime à le dire. Il montre qu'il part le plus loin encore, parce qu'avec 18 mètres 08, comme vous l'avez dit, aucun sauteur au monde n'a pu faire ce bond-là. Donc il est le seul au monde à atteindre ce record. La barre des 18 mètres. C'est vraiment... Et puis c'est plein de... Comment dire ça? C'est plein d'émotions. Quand on regarde, on a la short vidéo, non? Bien sûr, on a la vidéo. On va regarder, puis après on va discuter, parce que je pétille là. D'accord, je vous invite à suivre alors. C'est plein d'émotions, et puis on voit celui qui tend les bras, c'est Tango, son entraîneur, qui en 2011 il avait tout battu avec quoi, 17,92. Et je me rappelle de ce qu'il avait tweeté. Il a dit l'élève a battu le maître. Oui, il fallait le faire, puisque Teddy Tango, depuis très longtemps, il est aux côtés de ce jeune Burkinabé, et il fallait qu'en tout cas Zango montre que son entraîneur aussi est fort. Au-delà de ses propres performances, il peut pousser un autre athlète à dépasser en fait ses expériences. Donc là, Hugues Fabrice Zango qui bat aussi le record d'un autre Africain, ça veut dire que c'est l'Afrique même qui a l'honneur, parce que oui, on a vu que beaucoup d'athlètes ont essayé, ils n'ont pas pu, et là c'est Teddy Tango et Fabrice Zango qui en tout cas montrent qu'ils sont les meilleurs au monde. C'est à féliciter. Et regardez, mettre dans la salle quasiment vide, sans supporters. Il a dit aussi sur sa page que oui, sans supporters, mais on va essayer quand même d'aller chercher ce record du monde, et il l'a fait. On est en période de Covid, donc ça se comprend. Oui. Et puis c'est indoor. Et puis n'oubliez pas aussi que ça, c'est l'une des rares vidéos qu'on a de cet exploit-là. Donc c'est vraiment intéressant. C'est la seule vidéo d'elle. Et puis vous avez dit Tango, bon, il est d'origine, mais c'est bien français. Oui, mais on va dire. Mais ce qui est intéressant chez nous, c'est que bien Zango, il est bien burkinabé. Il n'y a pas à faire d'origine. Il est bien burkinabé. Et donc il est sur le toit du monde, et il hisse haut le drapeau donc du pays. Félicitations donc aux frères, comme on dira. Et qu'il continue donc comme ça. Autre actualité sportive à partager. Oui, on parle des étalons locaux qui sont présentement au niveau du Cameroun pour le championnat d'Afrique des Nations 2020, oui, puisque c'était l'année dernière qu'on devrait jouer ce championnat-là, et là c'est en 2021 on joue, Covid-19 oblige également. Voilà, donc les étalons qui ont livré leur premier match, entrée en matière contre le Mali, et c'était ce samedi, une entrée en matière qui n'a pas beaucoup marché. On va voir un peu voilà le résumé de cette rencontre. Burkina Faso qui rentre bien dans la rencontre, mais malheureusement, après quelques instants, ça c'est la première frayeur que le portier burkinabé en tout cas a infligé au Burkinabé. Voilà, donc c'était un signal fort qui montre que il n'était pas tellement serein, et c'est en seconde période, sur cette mauvaise appréciation, que ce joueur malien arrive à le plomber pour l'ouverture de la marque. Et là, les étalons n'ont pas pu réagir, et ce qui a fait que voilà, le score est resté d'1-0 en faveur des Maliens. Donc une entrée en matière comme en 2014, comme en 2018, à notre participation au CHAN qui n'a pas marché. Et là encore, pour cette année, on espérait en tout cas démarrer avec, il ne serait-ce qu'avec un match nul pour
continuer. Et là, c'est une défaite. Donc, ça n'augure pas, en tout cas, un meilleur avenir. On espère que les choses se régleront et que les derniers réglages permettront d'avoir d'autres résultats. Oui, on espère. U17. Oui, U17 également, les étalons cadets qui ont joué le tournoi UFOA B, un tournoi qui était qualificatif pour la CAN de leur catégorie qui doit se jouer au Maroc, malheureusement. Et les étalons cadets sont tombés aussi face aux Nigériens. Voilà, donc c'était sur un score d'1-0. Vous allez voir aussi le résumé de cette rencontre. Les Burkinabés qui ont débuté fort ce tournoi UFOA B, malheureusement, ça n'a pas marché puisque c'est en demi-finale et que les étalons sont tombés. Voilà, le but, un magnifique but d'ailleurs des Nigériens qui un beau centre et puis voilà, l'attaquant qui est prompt, qui n'hésite pas. La combinaison même d'ailleurs, Geoffroy va apprécier puisque le ballon a quitté depuis le rond central et ces Nigériens ont bien suivi, et le gardien qui a fait de tout son mieux, malheureusement, qui n'a pas pu. Donc il faut dire que les étalons cadets sont éliminés puisque c'est les deux finalistes qui normalement doivent aller représenter l'UFOA B, voilà, la zone UFOA B pour cette CAN qui doit se jouer cette année même 2021 du côté du Maroc. Malheureusement, le Burkina Faso ne participera pas. Voilà, on va dire c'est l'essentiel pour ce qui est de l'actualité sportive. Oui, c'est l'essentiel. Le reste, on va inviter les téléspectateurs à l'émission Sport 3 de lundi. Évidemment, rendez-vous pris. Je serai devant mon petit écran et je regarderai. D'accord, merci d'avance. Merci bien d'être passé sur ce plateau. C'est ainsi que s'achève ce JDS, journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.